Regardez ce qu'on vous a dit sur ces massacres épouvantables, ces crimes contre l'humanité successifs qui se sont passés au Congo-Brazzaville. Tous les reportages ont été censurés, pratiquement. Il n'y a rien eu. Pourtant, le Congo-Brazzaville, c'est pas comme Timor-Est, une ancienne colonie portugaise. C'est le berceau de la France libre. Et c'est l'un de nos tout premiers fournisseurs de pétrole. Vous n'en avez rien su. Si ce n'est une désinformation habituelle, tout ça c'est des combats de nègres dans un tunnel, pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire il n'y a rien à y comprendre, c'est des conflits ethniques. Non, il fallait réinstaller, assurer le pouvoir de quelqu'un qui nous permettrait de continuer d'avoir du pétrole à un prix avantageux. Or, j'ai eu toutes sortes de témoignages, y compris de proches de Chirac et de Foccart, qui m'ont expliqué comment, depuis 1994-95, ils ont passé leur temps à remettre en selle M. Sassou Nguesso, M. 17%, par des moyens politiques, de propagande, et par des armes au Congo voisin, sachant que Sassou Nguesso est le beau-père d'Omar Bongo. En famille, on a commencé à préparer le retour. En 1997, une guerre civile se déclenche, juste avant les élections, et là, excusez du peu, pour renverser la démocratie, il a fallu rien moins que les milices de Sassou, les fameux Cobras qu'on va voir revenir, une partie de l'armée qui lui avait toujours été restée fidèle parce qu'elle venait de sa région du Nord, 1000 Tchadiens amenés par des avions français, la garde présidentielle de Mobutu, alliée de la France, qui avait traversé le fleuve parce qu'elle venait d'être chassée du Congo, l'ex-Congo belge, une partie de ceux qui avaient commis le génocide au Rwanda, qui comme par hasard s'étaient réfugiés à Brazzaville, des mercenaires français et des soldats français déguisés en mercenaires, puisque le ministre de la Coopération, Charles Jocelyn, a craché le morceau en disant « Il y a vraiment beaucoup de confusion au Congo-Brazzaville, il y a trop de mercenaires français qui ont à peine eu le temps de quitter l'uniforme qu'ils portaient hier. » Et qu'ils porteront demain, parce que ce sont des intérimaires du mercenariat, c'est-à-dire des troupes d'élite françaises qui se sont déguisées en mercenaires pour pouvoir remettre en place M. Sassou Nguesso. Donc, pour remettre en place, pour renverser le régime démocratiquement élu, il a fallu les soldats et miliciens congolais de Sassou, les Tchadiens, les rescapés de l'armée qui avait commis le génocide, l'armée de Mobutu, des mercenaires, et ça ne suffisait pas encore. Et on a été chercher l'armée angolaise, qui a envahi le Congo-Brazzaville et qui a fini par renverser le gouvernement. Cette armée angolaise, avec quoi l'a-t-on obtenu? Jean-Charles Marcani, le bras droit de Charles Pasqua, a témoigné devant les juges. Il a dit « Ah, on m'attaque pour l'Angola Gate !» Pour, vous savez, ces fameuses livraisons de 3 milliards d'armements à l'armée angolaise. Mais c'était un deal politique. La contrepartie de ces 3 milliards que nous fournissions, avec aussi pas mal d'argent russe, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, c'était que l'armée angolaise interviennent dans les guerres civiles des deux Congos pour les intérêts de la France. Depuis 1990, on dit l'Afrique a droit à la démocratie, mais en même temps, on envoie des spécialistes de la fraude électorale, certains de la mairie de Paris d'ailleurs, où il y a un très gros entraînement, qui font en sorte que là où les gens votent à 80% pour renverser le dictateur se retrouve avec 80% des voix, ou 52% s'il est modeste. Et ça s'est passé dans 50 élections majeures en Afrique. Il y a eu quelques exceptions au Sénégal, au Niger, à Madagascar où le peuple n'a pas accepté et par centaines de milliers pendant sous la pluie en hiver a manifesté pendant des mois pour imposer son choix et renverser le dictateur. Mais dans tous les autres cas, le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville depuis tout récemment, Djibouti, la Mauritanie, le Burkina, on est dans le même cas de figure, c'est-à-dire des élections truquées par toutes sortes de moyens. Donc, cette France-Afrique, d'une certaine manière, on a pris des amis de la France, parfois des gens des services secrets, comme Bongo, qui l'admet, qu'il appartenait aux services secrets français, qui ont la nationalité française, ce sont en quelque sorte des gouverneurs à la peau noire. Et ça a été parti pour 40 ans de pillage, parce que ces gens-là, on leur a dit, écoutez, confondez l'argent public et l'argent privé, tapez dans la caisse, c'est votre récompense, à condition de nous laisser nous continuer d'exploiter le bois, le pétrole, le café, le cacao, etc., comme avant. Et évidemment, ces gens-là se sont enrichis considérablement. Houphouët-Boigny avait à la fin de sa vie une fortune de 60 milliards de francs. Maintenant, la Côte d'Ivoire est ruinée. Un certain nombre de ces chefs d'État se sont enrichis à condition de continuer à arroser aussi un certain nombre de circuits politiques en France. Comme vous l'avez dit, on avait au Congo-Brazzaville un dictateur très proche des services secrets français et qui en même temps était formé à la soviétique.
C'est un policier qui a été formé par la Stasi, je crois, en Allemagne de l'Est. Donc il a appris tous les manipulations, les coups fourrés qu'il peut y avoir dans ces pays, notamment les mécanismes de calomnie, de coups tordus. Il est arrivé au pouvoir en 2 étapes, en 76 et 79, notamment déjà en assassinant un cardinal, et tout en faisant croire que c'était un autre qui l'avait assassiné. Enfin, c'était assez tordu. Et Loïc Le Floch-Prigent, le PDG d'Elf, là, qui va être jugé à nouveau, a dans ses mémoires, dans ses confessions quand il était en prison, ce mot extraordinaire. Il disait « Le Congo-Brazzaville, un temps marxiste, toujours sous contrôle d'Elf ». Autrement dit, ce monsieur Sassou qui se disait marxiste était en fait un pion de la France-Afrique, comme d'autres similaires, Ratsirac par exemple, à Madagascar. Ce monsieur Sassou, il est devenu l'ami de tout le monde, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Il a des amis chez Le Pen, on aura l'occasion d'en reparler si vous voulez, mais il a aussi des amis dans toute la classe politique française, parce qu'il a beaucoup arrosé. Il était très pratique. On l'appelle monsieur 17%. Pourquoi? Parce qu'il ne demandait pour son pays que 17% des recettes du pétrole, ce qui est beaucoup moins qu'ailleurs. Mais évidemment, il touchait, lui, sa part, son pourcentage, son abonnement, comme on dit. Et 17% du pétrole déclaré. Parce que un ministre des Finances congolais m'a raconté que quand il demandait combien de pétrole avait été extrait dans l'année, M. Tarallo, M. Elf, prenait une feuille de papier vierge, prenait un crayon, écrivait 3 chiffres et disait « Monsieur le ministre, contentez-vous de ça ». Ça s'exploite en mer. Donc comment voulez-vous savoir si, comme le dit d'ailleurs Le Floch par ailleurs dans une de ses autres confessions, entre un pétrolier déclaré, il n'y en a pas 1 ou 2 non déclarés qui vont alimenter quelques bonnes œuvres. Donc M. Sassou était vraiment quelqu'un d'extrêmement pratique. C'est M. 17% dans tous les sens du terme, puisque quand il s'est présenté aux élections, après avoir été chassé par la conférence nationale souveraine, par la démocratie, il a obtenu 17%. Donc 17% des voix, 17% du pétrole. Et donc la France-Afrique n'a eu de cesse, devant un pouvoir qui demandait davantage, parce que la conférence nationale souveraine qui a renversé Sassou en 1991 demandait non plus 17% mais 33%. C'était pas encore excessif, mais c'était insupportable. Et on a trouvé dans le coffre-fort d'Elf, pour une fois on en a la preuve, qu'aussitôt un coup d'État a été organisé par les réseaux Pasqua, les réseaux Focard et Elf pour renverser ce pouvoir démocratique. Coup d'État qui a échoué, M. Lissouba a été élu. M. Lissouba n'est certainement pas un saint, il a eu aussi beaucoup de défauts, mais si dans nos pays on éliminait tous les gouvernements, tous les chefs de gouvernement qui n'étaient pas parfaits, on serait plus en démocratie depuis longtemps. Donc il n'était pas parfait, mais il avait été élu incontestablement. Or, j'ai eu toutes sortes de témoignages, y compris de proches de Chirac et de Focard, qui m'ont expliqué comment, depuis 1994-95, ils ont passé leur temps à remettre en selle M. Sassou Nguesso, M. 17%, par des moyens politiques, de propagande, et par des armes au Congo voisin, sachant que Sassou Nguesso est le beau-père d'Omar Bongo. En famille, on a commencé à préparer le retour. En 1997, une guerre civile se déclenche, juste avant les élections, et là, excusez du peu, pour renverser la démocratie, il a fallu rien moins que les milices de Sassou, les fameux Cobras qu'on va voir revenir, une partie de l'armée qui lui avait toujours été restée fidèle parce qu'elle venait de sa région du Nord, 1000 Tchadiens amenés par des avions français, la garde présidentielle de Mobutu, alliée de la France, qui avait traversé le fleuve parce qu'elle venait d'être chassée du Congo, l'ex-Congo belge, une partie de ceux qui avaient commis le génocide au Rwanda, qui comme par hasard s'étaient réfugiés à Brazzaville, des mercenaires français et des soldats français déguisés en mercenaires, puisque le ministre de la Coopération, Charles Jocelyn, a craché le morceau en disant « Il y a vraiment beaucoup de confusion au Congo-Brazzaville, il y a trop de mercenaires français qui ont à peine eu le temps de quitter l'uniforme qu'ils portaient hier. » Et qu'ils porteront demain, parce que ce sont des intérimaires du mercenariat, c'est-à-dire des troupes d'élite françaises qui se sont déguisées en mercenaires pour pouvoir remettre en place M. Sassou Nguesso. Donc, pour remettre en place, pour renverser le régime démocratiquement élu, il a fallu les soldats et miliciens congolais de Sassou, les Tchadiens, les rescapés de l'armée qui avait commis le génocide, l'armée de Mobutu, des mercenaires, et ça ne suffisait pas encore. Et on a été chercher l'armée angolaise, qui a envahi le Congo-Brazzaville et qui a fini par renverser le gouvernement. Cette armée angolaise, avec quoi l'a-t-on obtenu? Jean-Charles Marcani, le bras droit de Charles Pasqua, a témoigné devant les juges. Il a dit « Ah, on m'attaque pour l'Angola Gate !» Pour, vous savez, ces fameuses livraisons de 3 milliards d'armements à l'armée angolaise. Mais c'était un deal politique. La contrepartie de ces 3 milliards que nous fournissions, avec aussi pas mal d'argent russe
mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, c'était que l'armée angolaise intervienne dans les guerres civiles des deux Congos pour les intérêts de la France. Donc la contrepartie, c'était que l'armée angolaise, effectivement, vienne remettre M. Sassou Nguesso et vienne aussi intervenir dans une autre guerre dont vous entendez beaucoup moins parler, qui est celle qui a ravagé le Congo-Kinshasa et qui a fait près de 3 millions de morts. Donc vous, Français, et même vos députés au Parlement n'ont jamais su que des tractations avaient fait que la France était intervenue dans ces guerres civiles extrêmement meurtrières par armée angolaise interposée. Je passe assez rapidement, je dirais tout ça à la limite, c'est des choses qui arrivent. Seulement, M. Sassou Nguesso, revenu au pouvoir en 1997, a refait exactement comme il avait avant. C'est-à-dire, avec son clan, il a repris l'argent du pétrole et il s'est mis à avoir un gouvernement clanique, ethnique, du Congo-Brazzaville en gouvernant avec sa petite minorité du Nord, essentiellement son clan. Et donc il y a eu une petite amorce, toute petite amorce de rébellion qui s'est faite à Noël 90. À ce moment-là, pendant un an, avec les mêmes, c'est-à-dire les Angolais, les Hutus, les génocidaires rwandais, la garde présidentielle de Mobutu, etc., etc., et les mercenaires, pendant un an, on a commis une série de crimes contre l'humanité, détruit des villages entiers, commis plusieurs dizaines de milliers de viols systématiques, fait probablement au moins 100 000 morts dans toute la région sud à travers des bombardements incessants. Pendant cette année 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de morts, plus de viols systématiques que pendant cette même année au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis. Regardez tout ce qu'on vous a raconté, à juste titre, sur le Kosovo, sur la Tchétchénie, sur Timor-Est. Regardez ce qu'on vous a dit sur ces massacres épouvantables, ces crimes contre l'humanité successifs qui se sont passés au Congo-Brazzaville. Tous les reportages ont été censurés, pratiquement. Il n'y a rien eu. Pourtant, le Congo-Brazzaville, c'est pas comme Timor-Est, une ancienne colonie portugaise. C'est le berceau de la France libre. Et c'est l'un de nos tout premiers fournisseurs de pétrole. Vous n'en avez rien su. Si ce n'est une désinformation habituelle, tout ça c'est des combats de nègres dans un tunnel, pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire il n'y a rien à y comprendre, c'est des conflits ethniques. Non, il fallait réinstaller, assurer le pouvoir de quelqu'un qui nous permettrait de continuer d'avoir du pétrole à un prix avantageux, moyennant quoi on a détruit le Congo-Brazzaville, y compris avec l'intervention de mercenaires français. Alors, les gens se sont dit, bon, nouvelle série de massacres, et ces massacres ont été en quelque sorte authentifiés par la justice française, puisque Sassou Nguesso, avec deux autres dictateurs, m'a fait un procès, dont vous avez peut-être entendu parler, et ce procès, nous l'avons gagné en première instance et en appel sur le fond, où le tribunal a dit cette enquête est une enquête sérieuse. Autrement dit, quand je vous dis qu'il y a une série de 4 crimes contre l'humanité consécutifs, avec le massacre des 350 disparus qui rentraient d'exil à travers la destruction de tous les moyens de subsistance d'une partie de la population, à travers tous les massacres et viols systématiques que je viens d'évoquer, ce n'est pas une histoire. Et d'ailleurs, un certain nombre de Congolais très courageusement sont venus témoigner lors de ce procès, et également un confrère du et de Lucien Hetz, un spiritain suisse, le père Favre, dont le témoignage a été aussi extrêmement important parce qu'il avait vu de très près tout ce qui s'était passé à cette époque. Et en appel est venu témoigner un colonel du régime dont le fils avait été assassiné en rentrant d'exil et qui a raconté devant la cour d'appel comment il avait cherché pendant des jours et des jours parmi les monceaux de centaines de cadavres exécutés à leur retour d'exil. Et ce colonel, qui n'est peut absolument pas qualifié d'opposant, était tellement bouleversant que la Cour, malgré, j'allais dire, toutes les astuces de procédure et nous avons gagné ce procès, et je crois que c'est un élément de la vérité qui s'est établi sur ce qui s'est passé dans ce pays. Eh bien, ces massacres, ils ont repris depuis mars 2002, de manière continue et presque encore pire qu'avant. Les Congolais s'étaient dit, certes, Sassou Nguesso a tué, massacré, etc., mais là, peut-être qu'il a tout gagné, donc ça va être la paix. Sauf que, et c'est là qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que ce type de régime qui vit sur la terreur, s'il y a la paix, tous les contre-pouvoirs vont se redéployer, les associations, les gens qui la pressent, tout ça. Et donc il faut qu'il continue qu'il y ait la terreur, parce que sinon, on ne va pas pouvoir maintenir une inégalité, une injustice aussi incroyable sur l'exploitation du pétrole. C'est exactement les mêmes méthodes que celles qui sont employées par les généraux algériens qui maintiennent depuis 10 ans un système de terreur en infiltrant des groupes d'islamistes. Vous avez peut-être lu dans Libération les confessions d'un officier du régime qui explique comment les moines de Tibérine ont été enlevés par
un soi-disant émir islamique qui était en fait un agent des généraux algériens. Et le fameux officier Souadia qui a publié La Sale Guerre a eu aussi été l'objet d'un procès qu'il a gagné avec des témoignages importants d'officiers qui ont expliqué qu'en Algérie c'était la même chose. C'est-à-dire qu'on entretient une guerre civile en infiltrant des soi-disant miliciens pour perpétuer l'insécurité de telle manière qu'on puisse continuer à exploiter le pétrole tranquillement. Et c'est exactement dans ce type de contexte, au milieu de massacres qui ont vidé les 3/4 de la population du Poul. Le Poul, c'est un peu comme l'Île-de-France. C'est la région qui entoure la capitale Brazzaville. Eh bien, les 3/4 de cette région est aujourd'hui vidée de sa population, exilée ou massacrée. Eh bien, le père Gut est mort parce que il n'a pas voulu partir, il a voulu rester solidaire des gens qui subissaient ces bombardements systématiques, ces agressions de miliciens. Il est resté avec eux. Il s'est retrouvé avec un personnage résistant, le pasteur Ntoumi, dont on peut dire toutes sortes de choses, sauf que c'est quelqu'un qui a 400 ou 500 hommes, pratiquement sans armes, complètement encerclé par toutes les armées que je vous ai indiquées et qui représentent 30 000 hommes, 40 000 hommes, qui ont des armes lourdes, des hélicoptères, qui savent parfaitement où ce personnage est là. Mais on continue de tirer prétexte de ce personnage un peu secondaire pour agresser successivement et en permanence toute la population du Pôle. À un moment donné, il y a eu même un général proche de Sassou Nguesso qui a été envoyé pour explorer le terrain en vue peut-être de trouver des accords. Ce général s'est retrouvé avec le père Gut à un moment donné et ce général a commencé à découvrir qu'en fait ce n'était pas les rebelles qu'on attaquait, c'est la population, et il a dû s'enfuir dans le pays voisin, le Congo-Kinshasa, parce que Sassou Nguesso voulait lui régler son compte dans la mesure où il commençait à expliquer ce qui se passait réellement dans cette région. Donc on ne sait pas le fin mot de ce qui s'est passé. On sait que ce soit le général dont on a des courriers qui sont parvenus, ou que ce soit Jean Gut qui connaissait parfaitement cette région, tous les gens, rebelles, pas rebelles ou autres, on sait ce qui s'est passé jusqu'à une semaine de la fin, et à une semaine de la fin, ça paraît extrêmement obscur. Simplement, beaucoup de gens pensent qu'on n'avait pas, le pouvoir n'avait pas intérêt à ce que le père Gut puisse témoigner de ce qu'il avait vu. Et ce qui est le plus significatif, c'est que dans une interview de Sassou Nguesso donnée à La Croix, au journal La Croix, Sassou Nguesso s'offusque contre les médias français, s'offusque contre les pères spiritains, s'offusque contre l'Église de France, en disant mais pourquoi vous n'allez pas suffisamment gratter autour du père Gut pour dire que ce sont les rebelles qui l'ont assassiné, d'un air de dire c'est quand même embêtant, j'ai monté quelque chose pour, une fois de plus, donner à l'opinion publique française l'impression que je me défends contre des rebelles épouvantables, et puis voilà, les médias ne marchent pas, l'Église, les spiritains n'ont pas vraiment envie de marcher dans cette combine, mais il faut dire que tous ces gens-là, tous les gens bien informés, savent que depuis 20 ans, 25 ans, Sassou Nguesso fonctionne avec ce type de combine, et qu'il faut quand même y regarder à 3 fois avant d'aller avaliser ce qu'il raconte. J'en reste là pour le moment, simplement je voudrais quand même vous mobiliser, vous qui avez été au courant de ce drame, aux côtés d'un nombre croissant d'associations en France, aux côtés des protestants, aux côtés d'un certain nombre de catholiques qui essayent de faire comprendre au gouvernement français qu'il ne peut pas continuer à soutenir quelqu'un qui est digne de Ceausescu, qui est pire que Pinochet, et tout cela pour, soi-disant, avoir du pétrole moins cher. C'est avec ce type de raisonnement, l'Afrique, qui va devenir un continent majeur, parce que si vous lisez les grands historiens comme Brodel, ils vous montrent que le nombre entraîne toujours, même avec du délai, à un moment donné la puissance. Il y aura 1 milliard d'Africains bientôt, malgré tout. Est-ce que vous croyez que si nous continuons de soutenir ce type de régime, ces Africains-là respecteront nos enfants? Donc ce n'est pas seulement de l'altruisme, c'est aussi nous battre pour la possibilité d'un monde avec une coexistence possible, et si possible, même davantage. Je voudrais ajouter 2 petits trucs pour compléter ce que disait M. Vachar tout à l'heure. Avec le père Gut,
d'autres missionnaires catholiques ont trouvé la mort au Congo, la région de Mayama Mindouli. C'était au cours d'une... c'était même pas une réunion, c'est-à-dire c'était pour mettre en place... Il venait y avoir un bombardement dans une localité de Mindouli. Et on était en train de... Les prêtres ont réuni un certain nombre de gens de la population les plus courageux, ceux qui étaient encore valides, pour aller au secours de ces populations qui avaient été bombardées. Et un commando est arrivé à faire irruption dans l'église. Ils ont tiré dans l'église et les prêtres congolais sont morts. 7 ou 8, quelque chose comme ça. Et c'est dire que les prêtres, donc la mission des spiritains, la mission catholique, est restée auprès de la population. Le pouvoir n'avait pas intérêt à ce que les gens soient témoins de ce qui se passait. La manipulation entre les miliciens rebelles et les mercenaires est tout à fait réelle. On envoyait un certain nombre de gens perpétrer le forfait, commandités par ceux qu'on ne voulait pas voir à la tête de ces commandos. Le deuxième point, ça peut vous paraître invraisemblable que des dirigeants, des hauts dirigeants français aient pu avoir des liens avec ces dictateurs. Eh oui. Je me trouvais à l'Assemblée nationale le 18 octobre 1997. La veille, on venait de nous annoncer la fin de la guerre à Brazzaville. Sassou avait sa coupe de champagne à la télévision. Tout le monde l'a vu. Il y avait des conseillers français autour de lui, y compris un grand publicitaire, je ne citerai pas le nom, qui a fait des campagnes présidentielles ici en France. J'étais avec M. Bernard Sex, qui était à l'époque le directeur de la cellule d'urgence et de veille. C'est l'organisme auprès du ministère des Affaires étrangères qui s'occupe de toute l'action humanitaire française dans le monde. Il y avait Mme Sportis, qui était conseiller technique à l'action humanitaire auprès du ministre de la Coopération, M. Charles Josselin. Et 4 hommes de la sécurité civile ont fait irruption dans la salle. Ils ont demandé après le directeur de la cellule de veille. Ce n'est pas des politiques, ces messieurs-là, ce sont des gens de la sécurité civile. Donc il n'y avait aucune diplomatie. Ils ont répété mot par mot ce qu'on leur avait dit au téléphone. Nous venons chercher M. Bernard Seck qui va nous accompagner au Congo. Le président veut aider son ami. Textuellement. Sassou a gagné la guerre, il faut un hôpital de campagne pendant 15 jours. Et moi j'ai dit, mais écoutez messieurs, vous vous moquez du monde ou quoi? Tous ces massacres qui ont eu là, il faut simplement 15 jours d'hôpital de campagne. Est-ce qu'on a besoin de ça? J'étais traité de tous les noms d'oiseaux. Et oui, quand Sassou gagne la guerre, Chirac va en aide. Simplement parce que tout était planifié ici. Donc, c'est vrai, ça paraît parfois invraisemblable quand on entend les discours des hommes politiques occidentaux en train de dire la démocratie, la liberté, les droits de l'homme. On a du mal à faire le lien entre ce qui se perpétue en Afrique et dans certaines zones du tiers-monde et la réalité qu'on vous montre, vous. Donc c'est dire que ce qui se raconte là, il y a des livres qui ont été écrits, M. Verchal vient de dire, il a gagné des procès, et bien ça se passe comme ça. Et nous on est meurtris parce qu'on pensait que la France, on sait que le peuple français, le peuple belge, le peuple européen est ami de tous les peuples au monde. Et malheureusement, quand vous choisissez le gouvernant, ce n'est pas forcément les amis des peuples africains.